Et ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Bonjour live à tous. meeting organisé par lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes tous en train de vous connecter. Donc le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds senior chez lita.co. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la levée de fonds de Idelam, la société qui développe une solution unique de délamination des déchets complexes multicouches pour maximiser leur recyclabilité. Ça y est, je vois qu'on commence à être un peu plus nombreux. Bonjour à tous, encore un grand merci de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'ITA, il s'agit d'une plateforme de financement citoyen dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyennes et citoyens. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Éric Duriveau, Amaury Bierrand et de Thomas Voisin, fondateurs et co-directeurs généraux d'Idelam. Bonsoir à tous les trois et merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, je vais juste présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Vous avez deux onglets en bas à droite sur lequel vous allez pouvoir aller. D'abord l'onglet chat qui va être destiné plutôt aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence et d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire si vous m'entendez bien et surtout à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Idelam. Et puis, s'il y a un problème technique, n'hésitez pas également à manifester ici. Et puis, vous avez en bas à droite également un autre onglet, l'onglet questions, qui vous servira à formaliser vos questions tout au long de la présentation. Voilà, on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Ce live durera 1 heure. Et donc, première partie, l'équipe Idelam vous présentera le projet, les raisons de la levée de fonds en une vingtaine de minutes. Et puis, dans un second temps, on passera à cette session de questions-réponses en direct. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, Éric, Amaury, Thomas, je vous laisse la parole. Je vais juste partager la petite présentation. Et puis, je vous laisse la main. Voilà. Merci beaucoup pour l'introduction, Maude. Et bonsoir à tous ceux toutes celles qui sont présentes. Ce sera principalement moi qui vais présenter déjà Idelam et l'entreprise avec la présentation, ainsi que présenter un peu plus Éric et Amaury au cours de la présentation également. Et après, par contre, on sera tous les trois à répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Donc la présentation a pour but vraiment de présenter généralement Idelam, ce qu'on fait, nos activités, d'où on vient et comment un peu on s'est créé et où on veut aller ensuite. Et donc pour commencer, ce sera une présentation qui durera à peu près 20 minutes et on répondra aux questions après en suivant. Donc Idelam, on est une société qui s'est créée en 2019. On est basé à Bordeaux, à Pessac exactement, au sein d'un laboratoire du CNRS, puisqu'en fait, on s'est créé sur la base d'un brevet CNRS dont on a acquis la licence exclusive d'utilisation. Et ce brevet décrit l'utilisation en fait de fluides supercritiques pour des applications de séparation de matière que l'on utilise nous pour du recyclage du coup, ce que je vais un peu plus préciser au cours de la présentation. Donc la problématique principale à laquelle Idelam s'est attaqué en fait dès le départ, c'est la problématique de recyclage des déchets complexes. Les déchets complexes, ce qu'on appelle déchets complexes, c'est en fait tout ce qui va être produit constitué de plusieurs matières, souvent des matières qui sont assemblées entre elles par des colles ou par des adhésifs, et qui sont en fait souvent recyclables, mais assemblées de manière non recyclable du fait de ces adhésifs. Donc c'est notamment tout ce qu'on va retrouver dans les emballages alimentaires, les emballages pharmaceutiques ou cosmétiques qu'on utilise tous les jours, avec des assemblages de différents plastiques, d'aluminium, de carton, etc. Également dans pas mal de produits de la mode, avec tout ce qui est textile laminé, textile outdoor, les chaussures, beaucoup de produits de sport également. Et après, dans d'autres produits qu'on peut retrouver, comme les panneaux solaires, certains produits électroniques mixant du métal et de l'électronique et du plastique, etc. Et ils ont chacun en fait la même problématique qui est comment arriver à séparer ces matières pour pouvoir les recycler ensuite selon des filières qui existent souvent déjà. Et donc pour ça, nous, on a développé un procédé qui utilise les fluides supercritiques. Alors rapidement, je vais présenter un peu ce que c'est que le fluide supercritique parce que c'est quand même un mot assez
barbare pour désigner en fait simplement un fluide qu'on va mettre sous pression et en température. C'est un domaine de pression et de température dans lequel on va plus faire de différence en fait entre le gaz et le liquide, et donc on va être dans un domaine qu'on appelle supercritique. Et ces domaines ont des particularités au niveau des propriétés de ces fluides, notamment on va avoir des conditions qui sont assez homogènes, avec une très forte réactivité chimique et diffusivité des espèces. Et donc en fait, au niveau procédé, ça veut dire qu'on va pouvoir traiter rapidement et intégralement avec un très grand volume des matières placées dans le procédé. On peut utiliser différents fluides supercritiques. Nous, on utilise principalement le CO2, mais on peut également utiliser l'eau ou l'éthanol, qui sont les trois fluides, je dirais, les plus utilisés au niveau de ces domaines-là. Les fluides supercritiques, c'est des applications en fait industrielles qui sont déjà utilisées depuis plus de 30 ans dans l'industrie principalement agroalimentaire pour de l'extraction de produits naturels. Donc l'application la plus connue étant l'extraction de la caféine du café pour faire le café décaféiné, qui est utilisé qui est fait à partir de CO2 supercritique. Le CO2 vient extraire la caféine et donc ça donne un café décaféiné. Mais il y a d'autres applications comme ça déjà matures industriellement, qui sont de l'imprégnation de panneaux de bois avec des antifongiques ou de l'imprégnation de textiles avec des teintures, du traitement du liège pour ne pas donner le goût de bouchon au vin, etc. Nous, Idelam, on n'a pas inventé ces procédés supercritiques. On utilise en fait cette technologie qui est déjà mature industriellement avec l'application du brevet CNRS qui est en fait la recette chimique des conditions dans lesquelles on va devoir se placer pour arriver à extraire les cols et les adhésifs afin de séparer les matières. Et donc le procédé IDELAM, qu'on a appelé le procédé TPS pour température-pression supercritique, utilise le CO2 supercritique avec des cosolvants liquides que sont l'eau et l'acétone pour permettre de séparer, d'extraire en fait les adhésifs et les cols et séparer ainsi les matières assez rapidement et assez proprement. Donc là, différents exemples de matières qu'on peut séparer dans notre procédé avec des blisters de médicaments, donc des emballages pharmaceutiques, des emballages alimentaires, ici une cellule photovoltaïque, une carte de crédit, des chaussures, etc. Avec toujours l'idée de ne pas d'avoir le moins possible de traitement en amont de la séparation, c'est-à-dire pas de broyage, pas de lavage des produits pour avoir le moins d'étapes supplémentaires avant la séparation. Et donc les conditions en CO2 sont intéressantes parce que le CO2 est le plus simple des fluides supercritiques à utiliser parce qu'il est assez peu énergivore. On peut atteindre les conditions assez facilement au-delà de 32 degrés et de 74 bars. Nous, on se place autour généralement de 100 degrés, 100 bars. Donc c'est pas des conditions qui sont extravagantes en termes de procédés et qui permettent à la fois avec le milieu homogène que proposent ces conditions d'avoir un scale facilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement monter en taille de procédé, point sur lequel je vais revenir juste après, et donc avoir des traitements assez rapides avec les diffusions et solubilité augmentées. Quand je dis traitement rapide, ça veut dire qu'en une dizaine, une vingtaine de minutes, généralement, les produits vont être délaminés et donc on aura extrait les cols et les adhésifs pour séparer toutes les matières. Au niveau justement de la montée en capacité d'IDELAM et du procédé, on a commencé les développements et les preuves de concept en fait sur des petits autoclaves de laboratoire. Il faut vraiment imaginer ça comme un peu comme une cocotte minute dans laquelle on va venir mettre les déchets, fermer l'enceinte, mettre l'ensemble sous pression, monter en température et en une dizaine, une vingtaine de minutes, on dépressurise l'ensemble, on ressort les déchets et on a séparé les matières. Donc on a commencé sur ces petits autoclaves qui font une centaine de millilitres, donc qui permettent de tester soit des petits emballages ou des morceaux de produits, pour rapidement passer sur une taille 10 fois supérieure, pré-industrielle, où là on va pouvoir tester des produits un peu plus volumineux ou plusieurs en même temps. Donc typiquement sur la question d'une chaussure, mettre une chaussure entière plutôt qu'un morceau, ou sur des packaging, en tester en mélange ou plusieurs ensemble. Et on est ensuite de nouveau passé avec une taille x10, donc x100 par rapport au début, où là c'est un démonstrateur industriel d'un volume de 30 litres qu'on a mis en service cette année, au printemps dernier, et donc qui est fait vraiment office de démonstrateur industriel pour nous, c'est-à-dire qu'il va permettre à la fois de faire du développement et de la faisabilité industrielle avec les partenaires, mais également de faire du traitement industriel sur des gisements relativement modestes, puisque avec les temps de traitement rapides, on peut quand même atteindre des quantités de déchets traités par an qui sont intéressantes pour des faisabilités industrielles. Au niveau du modèle économique d'IDELAM, nous, on se positionne plutôt comme un équipementier industriel. On n'a pas vocation à monter des usines de traitement des déchets, mais plutôt à designer des procédés adaptés aux besoins et aux tailles de gisements des partenaires qui en ont besoin.
Donc, on propose plutôt à la vente ou à la location ou en leasing les équipements. Et à côté de ça, on propose également des tests et des services de faisabilité et donc de R&D pour, au départ, montrer que, de un, on arrive à bien séparer les matières, de deux, qu'on arrive à recycler les matières derrière avec des partenaires recycleurs, ou parfois développer des procédés un peu plus spécifiques sur des matières auxquelles on n'aurait pas pensé ou sur lesquelles on n'aurait pas encore assez de recul pour passer directement en développement industriel. Ce qui fait que, du coup, Idelam, on interagit avec énormément, en fait, d'acteurs de la chaîne du recyclage, que ce soit en amont ou en aval, puisque selon les marchés sur lesquels on va se positionner, avec lesquels on va interagir, on va pas interagir avec les mêmes partenaires directement. Sur des marchés comme celui de la mode, on va interagir souvent avec les marques de mode en direct, qui vont qui veulent savoir, en fait, si leurs produits sont séparables dans notre procédé. Alors que sur des marchés comme les emballages alimentaires ou pharmaceutiques, on va plutôt interagir avec les gestionnaires de déchets qui collectent déjà généralement chez les clients ces produits-là, mais qui pour l'instant n'ont pas de solution véritablement de valorisation autre que l'incinération ou l'enfouissement. Ou alors des valorisations qui sont moindres et qui chercheraient à valoriser un peu plus des matières avec un procédé de séparation comme le nôtre. Ce qui peut motiver la plupart des entreprises et des partenaires pour venir nous voir et pour chercher à recycler, mieux séparer les matières pour les recycler. Les motivations peuvent être multiples. Il peut y avoir une motivation déjà en termes de matière, c'est-à-dire qu'un produit va contenir une matière qui soit complique énormément le recyclage parce que toxique, parce que polluante, parce que contaminée. Donc typiquement des produits d'emballage qui contiendraient par exemple du PVC qui vont poser problème pour de l'incinération ou certains traitements de séparation peut être dans ce cas-là, ou les produits voilà qui vont contenir des PFAS et des polymères fluorés. Actuellement, on en parle beaucoup, ce genre de problématique. On peut avoir une motivation produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui est de construction de base très complexe et donc avec une problématique de séparation de toutes ces matières. C'est typiquement le problème de la chaussure où on va avoir 12 matières en moyenne qui sont contenues dedans et donc où un seul procédé ne suffit pas pour tout recycler d'un coup. Ou alors une matière à haute valeur ajoutée qui est contenue dans ce produit-là et qui a un intérêt particulier à être récupéré. On peut prendre l'exemple dans ce cas-là des composites à fibre de carbone où la fibre de carbone en elle-même a une forte valeur et donc un intérêt à vouloir être recyclé et séparé du reste. Il peut y avoir après des motivations plutôt marketing ou de communication, soit pour des questions de compétitivité de marché ou de hausse de la conscience écologique des consommateurs, ou parfois simplement des motivations internes à des entreprises qui ont décidé en interne de se fixer des objectifs précis de valorisation de leur matière ou de recyclage des produits. Et l'objectif et la motivation, je dirais, la plus contraignante, mais aussi la plus forte, qui est la législation, où là, ça va être des objectifs imposés de recyclage de matière ou d'incorporation de matière recyclée, parce qu'il peut y avoir les deux en termes de motivation, soit de vouloir récupérer cette matière des produits à séparer pour les réincorporer, et donc rester dans la législation au niveau de ces matières incorporées de recyclées. Et au milieu de tout ça, on a bien évidemment les éco-organismes avec lesquels on va interagir aussi, puisque ils sont un peu le lien entre la fin de vie d'un produit et les collecteurs et les metteurs en marché qui commercialisent ces matières complexes. Un exemple de projet qu'on a pu faire avec Itelam sur la chaussure, justement, qui a duré 2 ans, à la fois financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'éco-organisme Refashion qui s'occupe de toute la collecte de ces TLC, ces textiles, linge et chaussures. Donc, elle était initiée en 2020 et s'est terminée en 2022, où le but, c'était vraiment de voir tout ce qui était possible de faire en termes de séparation de matière sur des chaussures avec notre procédé. Donc, de tester tous les types de chaussures qu'on pouvait tester, les différentes matières qu'on peut retrouver dedans, est-ce qu'il y avait des problématiques ou pas de séparation, etc. Et de voir les limites et les possibilités offertes par la technologie. Et ça nous a notamment permis aussi de faire une analyse de cycle de vie complète avec le projet pour ne serait-ce que vérifier que notre procédé permet d'avoir un impact positif et moindre que la fin de vie actuelle qui est de ces produits-là, qui est généralement l'incinération et l'enfouissement. Ce qui a bien été confirmé par l'analyse de cycle de vie, où on avait à minima une fin de vie qui était 50% moins impactante en séparant les matières et en les recyclant derrière. On a également eu une autre problématique un autre projet financé par la SAT Aquitaine, où là, c'était non plus de la séparation de matière, mais de la décontamination de matière, puisque le CO2 a naturellement des propriétés
de décontamination, des propriétés de stérilisation. Et donc là, c'était notamment suite à la crise Covid et tous les masques qui avaient été utilisés et qui s'amoncelaient, de montrer qu'on pouvait non plus seulement en fin de vie de ces masques les détruire, mais qu'on pouvait les décontaminer, soit à vocation de réutilisation, soit à vocation de recyclage, avec notamment un masque FFP2 qu'on avait contaminé, décontaminé dans le procédé et renvoyé à la PAF pour certification FFP2. Il montrait qu'on gardait cette certification parce qu'on ne dénature pas en fait les fibres textiles et les fibres plastiques du masque. Et enfin, on a d'autres développements qui utilisent non plus le CO2, mais les autres fluides supercritiques, où là, c'est pour des applications un peu plus à haute valeur ajoutée, je dirais, avec notamment des composites, que ce soit dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile ou de l'énergie, où l'idée, c'est plutôt de venir dégrader toutes les résines thermodurcissables qui sont trop résistantes chimiquement pour le CO2, de les dégrader avec de l'eau ou de l'éthanol, et de venir récupérer les fibres qui sont contenues dans ces composites, que ce soit des fibres de carbone, des fibres de verre ou des fibres de Kevlar, qui ont plutôt qui ont quand même une forte valeur ajoutée, puisque coûteuses à fabriquer. Donc là, deux types d'applications, voilà, soit de décontamination, entre guillemets, de purification de fils de cuivre qui étaient enduits de résine thermodurcissable aussi, pour pouvoir recycler ce cuivre et ressortir un cuivre vraiment pur d'utilisation pour des applications électroniques, typiquement de bobines ou de moteurs. Ou voilà des fibres de carbone recyclées après traitement dont on a extrait la résine pour les laver et pouvoir les réutiliser. Au niveau de l'équipe IDELAM, donc comme nous a présenté Maud tout à l'heure, on est pour l'instant 3 personnes. Donc il y a Éric Duriveau, fondateur et directeur actuel d'IDELAM, qui a monté la société en 2019 et qui possède également d'autres sociétés dans le domaine du recyclage, plutôt dans le recyclage du biodéchet, donc qui est sur la valorisation en méthanisation de biodéchets avec de la séparation contenu-contenant. Amaury Bierran, qui est le fondateur et ancien directeur de Ovive, dont il a passé la direction maintenant et qui est plutôt ici en soutien financier et conseiller d'IDELAM pour toute la gestion de l'entreprise, qui nous a rejoint en 2022 aux côtés d'Éric. On a également Cyril Lemonnier, donc qui est plutôt le conseiller scientifique d'IDELAM, qui est pas tout à fait dans la société, mais qui en fait suit le développement depuis le départ, parce que c'est l'inventeur du brevet qu'on utilise et le directeur du laboratoire CNRS dans lequel on est hébergé actuellement. Donc il nous a aidé aussi en termes de réseau et de technologie fluide supercritique. Et moi-même, donc qui suis ancien doctorant de Cyril Lemonnier, puisque j'ai fait ma thèse au sein du laboratoire dans lequel on est hébergé actuellement, et qui ai fait ma thèse sur les fluides supercritiques, et donc rejoint IDELAM dès le départ pour aider au développement de la R&D et des procédés, et la gestion de projet maintenant que je dirige avec Eric et Amaury. Et pour bien comprendre le réseau IDELAM, donc on est une start-up qui s'est montée en 2019, mais on bénéficie en fait de deux réseaux de soutien. Je dirais à la fois un réseau de soutien plutôt côté recherche et développement universitaire, avec le réseau du CNRS et des laboratoires CNRS, qui nous a quand même beaucoup aidé au démarrage et nous aide encore pas mal au niveau du réseau et des développements de l'entreprise. Et de l'industrie et du recyclage, je dirais, par les activités annexes de Eric et de Amaury, puisque avec ces activités-là, ça développe à la fois un réseau de partenaires, de fournisseurs et de potentiels clients, mais également d'expériences énormes en termes de marché du recyclage et de la gestion des déchets. Et pour l'instant, on a plusieurs réseaux partenaires qui nous aident aussi pour tout ce qui est communication, réseautage et interaction avec le milieu industriel, que sont la région Nouvelle-Aquitaine, avec aussi son réseau régional, l'ADI. On a rapidement été labellisé par Solar Impulse en 2021, qui est un réseau plus mondial sur des solutions à impact. Le réseau Fashion for Good, qui est plus orienté sur le textile et la mode et les chaussures, qu'on a rejoint également en 2022. Et plus récemment, Polyméris, donc, qui est un pôle de compétitivité français, national, qui développe pas mal de solutions dans tout ce qui est plastique, composite et polymère. Et Refashion, donc, qui nous accompagne depuis maintenant 2020 avec le projet sur les chaussures et avec lesquels on repart pour un projet de 1 an au démarrage de 2025, toujours sur la chaussure. Et au niveau de la levée de fonds avec laquelle, qu'on est en train de faire avec l'ITA, puisque c'est aussi le sujet de ce soir. Donc la levée de 500 000 € qui va nous aider notamment
au développement de l'entreprise, puisque ça va nous permettre de prendre des bureaux et des locaux techniques, de sortir du laboratoire de l'ICMCB et de prendre des locaux avec un incubateur à Bordeaux. Donc, il va nous permettre de plus se développer en termes d'équipement également et d'équipe, parce que le deuxième point de la levée, c'est de pouvoir recruter plus de personnes au niveau à la fois technique, en soutien pour la gestion de projet et pour le développement du procédé, mais également un peu plus tard en termes de commercial et administratif. Et le développement commercial, donc pour pouvoir adresser un peu plus tous les marchés potentiels que la technologie nous permet de solutionner sur certaines problématiques de séparation de déchets complexes. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long ni trop technique pour certains et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Super, merci beaucoup Thomas pour cette présentation qui m'a paru très claire et très pédagogue, au contraire, sur un sujet qui en effet est pas toujours facile à comprendre. Donc merci pour l'exercice. Chez Lita, on est vraiment ravis de participer au financement. Oui, Eric, on vous entend. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Eric. Ok. Bon, je continue. Je pense que Maud a été déconnectée. Non. The stream was unable to connect. Pour moi, elle est déconnectée là sur mon écran. Non, je pense que c'est de connexion du coup. Tout comme Maurice. C'est vous, Eric, je pense qu'il y avait. Je ne sais pas d'abord si les autres, par contre, participants nous entendent. Thomas, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends, Maud. Ok, alors je suis désolée, Eric, je vais juste peut-être couper le micro le temps que récupère la connexion et puis je le remettrai juste après. Donc excusez-nous pour ce petit incident. Donc je disais, chez Lita, on est vraiment ravis de participer au financement d'une entreprise deep tech comme Idelam et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Et donc avant de passer à la session de questions-réponses, je voulais simplement vous rappeler les conditions de cet investissement et revenir sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par Lita au moment de l'analyse du dossier. Donc, comme le disait Thomas, dans le cadre de cette levée de fonds, IDLM lève des fonds en actions avec un objectif de 500 000 euros. Et cette levée donne droit à de la réduction d'impôt de 18%. Et c'est également un investissement qui est éligible au PEA et au PEA-PME. Voilà. Pour l'instant, IDLM est en phase de pré-collecte sur lita.co. Et l'ouverture de la collecte devrait se faire de manière imminente, probablement la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute, vérifiez que votre profil investisseur a été validé pour pouvoir investir à temps dès le top départ. En tout cas, si vous avez déposé une intention, sachez que vous serez automatiquement averti par mail. Voilà, et je vais revenir brièvement sur les raisons pour investir identifiées par notre équipe d'analystes. D'abord, IDLM, c'est une technologie innovante. IDLM a développé une solution unique basée sur l'utilisation d'un solvant en conditions supercritiques pour délaminer les couches de déchets plastiques. Ce brevet offre un avantage qui est concurrentiel, qui est significatif dans le domaine du recyclage. IDLM possède une licence d'exclusivité mondiale sur ce brevet et bénéficie aussi d'un partenariat étroit avec le CNRS, comme l'a dit Thomas, et avec l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, ce qui va venir aussi renforcer sa capacité d'innovation et de développement technologique. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que il y a vraiment un marché, c'est un marché qui a un fort potentiel de croissance. Le marché du recyclage de plastique est en pleine expansion, porté par des préoccupations environnementales croissantes, notamment des grands groupes, mais aussi par une pression réglementaire. Donc, les contrats de préfaisabilité avec de nombreux acteurs sont vraiment une preuve de l'intérêt grandissant de la part des clients qui sont déjà prêts à payer pour comprendre le potentiel de cette technologie. Et puis, troisièmement, IDLM, c'est aussi une équipe expérimentée, comme l'a bien montré Thomas. L'équipe fonctionne de manière réduite autour de Thomas, Eric et Amaury, en faisant appel aux synergies de la structure d'Amaury pour les fonctions support et de la structure d'Eric pour les prospects commerciaux et industriels. Et voilà, ça permet aussi de limiter drastiquement la consommation de cash. Et par ailleurs, ces trois profils sont très complémentaires, avec une expertise technique pointue du côté de Donc, Thomas. Thomas,
On a des questions sur le chat. Ouais, Eric, est-ce que tu entends Maud? Non, je pense qu'il m'entend pas. Ouais. Oui. Désolé, Non, Eric. je vois pas Maud, moi, mais on a des questions sur le chat qui Ouais, sont mais plus des questions techniques sur je la vais les montée en traiter. température, par exemple. Je pense que ça, tu peux. Je vais les traiter juste après. euh, Eric, c'est un petit peu embêtant qu'on n'entende pas. Est-ce que je vérifie juste sur le chat, mais oui, on est d'accord. Yannick, merci, mais j'ai l'impression que vous m'entendez tous. C'est vraiment Eric qui a un souci. Donc, Je pense qu'on a. je suis désolée, je vais recouper le micro. C'est pas poli, mais sinon ça fait une cacophonie. Voilà, donc je terminais simplement Il peut l'enlever lui-même, je crois. sur l'équipe expérimentée, voilà, qui était la dernière raison pour investir. Et on va en effet pouvoir passer aux questions-réponses, comme le disait Eric. Donc, j'avais reçu quelques questions en amont, mais comme je vois qu'il y a déjà des questions, peut-être qu'on peut commencer par celles qui sont déjà présentes, et si on a le temps, je terminerai par les questions reçues en amont. Alors, on avait une première question de Yannick qui disait, au moment de ton explication sur le CO2 supercritique, si je comprends bien, le CO2 dissout les cols liant la matière. Que devient le liquide supercritique pollué? Oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de venir dissoudre préférentiellement les adhésifs et les cols en essayant d'attaquer le moins possible le reste des matières, ce qui est le cas pour la plupart des plastiques, mais pas pour tous. L'intérêt, c'est que justement, on a à la fois du CO2 et des liquides. Donc on va en fait préférentiellement dissoudre les cols dans ces liquides, et en repassant le CO2 en gaz en séparation de procédés à la fin, on va pouvoir séparer le CO2 et le réutiliser et récupérer en fait un liquide pollué par ces cols et ces adhésifs, qui vont dans certains cas pouvoir être réutilisés en purifiant ou en filtrant un peu ce qui aura été extrait, ou dans d'autres cas trop souillé et donc générer un déchet liquide en sortie de procédé. Mais pour donner une idée des proportions, on est quand même très majoritaire en CO2 dans le procédé, donc la quantité de liquide par rapport au volume du procédé et à la quantité de déchets traités est assez minime, euh, proportionnellement au CO2 qui lui est recyclé en grande partie. Très clair. Merci Thomas. N'hésitez pas, Yannick. Moi, je répondrai à Frédéric Lebeau. Alors, c'est la réponse plutôt du commercial. Là. On fait une doublette technique. Je suis désolée, c'est un petit peu embêtant que Eric. Mais Eric, est-ce que tu m'entends? Je sais pas pourquoi. Critique. Je crois qu'il m'entend pas non plus. Oui, je t'entends. Non. Ouais. Si? Si, c'est bon. On est en train de répondre aux questions avec Maud pour l'instant, justement. Je ne sais pas pourquoi tu n'entends pas Maud, mais elle est en train d'adresser les questions une par une, justement. D'accord, parfait. Pardon, Maud. Pas de souci, merci Thomas. Donc, je traite la deuxième. Puisqu'il faut monter en température et pression, le procédé est-il énergivore? Alors, bien évidemment, le procédé consomme de l'énergie, puisque, étant donné qu'il faut de la température et de la pression, on a besoin d'énergie pour tout ça. Après, chauffer du CO2, c'est quand même assez facile par rapport à chauffer de l'eau. On est dans des conditions de température qui sont assez peu élevées, et on essaie toujours de se placer dans les conditions minimes de température, je pense, qui sont nécessaires pour le traitement. Donc à 100 degrés, chauffer du CO2 à 100 degrés, c'est vraiment pas très consommateur en énergie. Et c'est toujours la température qui sera plus importante en termes de consommation énergétique que la pression. Donc oui, on consomme de l'énergie. Après, c'est pas pour autant, je dirais, un procédé qui est énergivore en soi. Ok, très clair. Yannick, je vais répondre à la question sur la durée de la levée de fonds juste après. On recycle le CO2. Oui. Ce qui était un peu le sujet de la question tout à l'heure. Oui, comme il est en décalé malheureusement. Merci pour vos questions. Donc Yannick, je vais revenir sur la durée de la levée de fonds juste après, mais je reste d'abord sur les sujets plutôt liés directement à Idelam. Du coup, j'en profite pour poser une question que j'avais reçue en amont, qui était: comment les nouvelles réglementations européennes sur l'économie circulaire influencent-elles les opportunités pour Idelam, notamment dans le secteur des emballages plastiques? Ouais. Alors, elle l'influence énormément.
on a pu voir en direct, en fait, depuis 2019, les changements et de motivation et de contact de la part de pas mal d'industriels de différents secteurs, suite à ces soit contraintes votées, soit prévisions de vote. Parce que généralement, à partir du moment où c'est en discussion, c'est que ça va probablement finir par arriver, même si ça peut être retardé. Donc c'est une contrainte assez forte, mais qui est une motivation aussi très importante pour nous et pour les clients de venir nous voir et de travailler ensemble sur la séparation des matières pour soit permettre d'accéder à ces matières recyclées ensuite, puisque une des grandes problématiques, ça va être d'accéder à suffisamment de matières recyclées pour pouvoir satisfaire ces contraintes réglementaires d'incorporation de matières recyclées ensuite. Donc ça a été notamment le cas déjà, alors c'était pas vraiment sur l'incorporation de matière, mais l'obligation de la REP 2023 qui a touché tout le domaine de la mode justement, avec l'obligation de solutions de recyclage et de fin de vie autres que de la destruction pour la plupart de produits de sport et de la mode. Donc ça, on a eu énormément comme ça de développement au niveau de la chaussure, nous de traiter avec des marques à ce niveau-là. Et on voit qu'au niveau maintenant des plastiques et aussi des élastomères. On a beaucoup de demandes à ce niveau-là, notamment avec les contraintes dans l'automobile, d'obligation d'incorporation de matières recyclées. Donc on a de plus en plus de fabricants automobiles ou de sous-traitants automobiles qui viennent nous voir et qui nous demandent de tester certaines des matières ou certains des produits qu'ils ont, parce qu'il va y avoir ces contraintes qui vont arriver. Ok, merci. On a une nouvelle question de Yannick qui corrobore l'une des questions que j'avais reçues également. Donc Yannick demande s'il y a des concurrents sur ce domaine. Et moi, j'avais reçu une question sur votre positionnement par rapport à d'autres entreprises ou technologies émergentes dans le domaine du recyclage. Alors, il y a deux réponses, je dirais, à cette question. Parce qu'il peut y avoir des concurrents qui font du CO2 supercritique et des procédés de flux supercritiques, et des concurrents qui font des solutions de séparation de matière. La réponse est oui, on a des concurrents dans les deux, mais ce ne sont pas forcément directement des concurrents. Ça peut être très bien des partenaires aussi. Typiquement, au niveau des flux supercritiques, il y a des fabricants français qui commercialisent des solutions de procédés flux supercritiques, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes domaines d'application que les nôtres. C'est plutôt pour de l'extraction en produits naturels, en alimentaire, etc., ou en cosmétique, et donc très peu en recyclage. Donc à ce niveau-là, on se voit plutôt comme des partenaires parce qu'en fait, eux vont pouvoir être, par exemple, fournisseurs de procédés pour nous. C'est-à-dire qu'on peut nous les designer et leur demander de les fabriquer parce qu'ils auront les bureaux d'études nécessaires pour le faire. Ou autrement, des concurrents donc au niveau des séparations de matières. Là, on va avoir d'autres solutions qui ne sont pas en flux supercritique. À ma connaissance, on est les seuls à développer cette technologie pour ces applications-là de séparation. Mais on va avoir des applications, enfin des procédés qui vont utiliser d'autres technologies, typiquement des technologies des fois thermiques, donc avec des solutions proches de la pyrolyse ou autres qui vont venir chauffer pour dégrader certaines des matières et les séparer de cette manière-là, ou des solutions mécaniques de broyage et de tri qui vont venir sur certains produits également très bien arriver à séparer des matières. La problématique étant souvent ils sont souvent plus sélectifs que notre procédé, dans le sens qu'ils vont très bien réussir à séparer certaines des matières, mais pas toutes, parce que souvent celles qui restent collées, même si on les broie et qu'on les trie, vont rester collées. Donc c'est toujours la même problématique, et dans certains cas, on va du coup pouvoir être peut-être complémentaires de cette même manière-là. Ok, merci pour ces précisions. On a Khadija qui demande également une précision. Si je comprends bien, vous ne vous positionnez pour l'instant que sur la séparation des matières plastiques. Alors oui, au niveau de procédé Thomas, CO2. Je sais pas si moi ça passe. Oui, Eric, tu voulais dire quelque chose? Non. Oui, au niveau des matières plastiques, pour l'instant, avec le procédé CO2, puisque l'intérêt du CO2, c'est justement d'être assez bas en température et assez peu agressif pour les matières plastiques, donc de pouvoir les conserver dans un état assez propre, qui parfois même permet d'envisager de la réutilisation, du réemploi et non pas du recyclage.
Pour autant, on travaille aussi sur des matières non plastiques, donc inorganiques, comme avec les composites, les métaux ou certains produits d'électronique. Mais là, sur des applications plutôt eau ou éthanol supercritique, parce que on va dans ce cas-là dégrader complètement les plastiques. Donc on n'a pas vraiment d'intérêt à travailler sur des matières plastiques avec ces procédés qui sont plus haut en température, plus haut en pression, et pour le coup énergivores, et donc qui nécessitent des matières à plus haute valeur ajoutée aussi pour justifier un coût énergétique plus fort. Super, j'espère que ça répond à votre question, Khadija. Et du coup, j'avais une dernière question reçue en amont de mon côté qui était: avec un chiffre d'affaires prévu à 1 million d'euros grâce à la vente de 2 unités industrielles en 2025, quelles sont les prochaines étapes pour pérenniser et élargir les activités de l'entreprise? Je pense que les prochaines étapes pour IDELAM, c'est effectivement d'installer maintenant des procédés et des lignes industrielles chez des partenaires, de vraiment passer en phase de commercialisation industrielle de nos procédés. Et une fois que cette première étape sera validée, normalement l'année prochaine, on pourra passer à des étapes à la fois de scale-up, puisqu'on n'a pas vocation à faire des énormes procédés et des énormes usines, plutôt à installer beaucoup de procédés à différents endroits, puisque l'idée c'est de le faire au plus proche du déchet, en fait, d'éviter de faire voyager le déchet et donc se positionner au plus proche. Il y a énormément d'endroits en fait où il va falloir positionner des machines. C'est-à-dire que si jamais il y en a une qui fonctionne sur un marché, il va probablement falloir en installer beaucoup plus ensuite pour ce même marché à différents endroits et probablement ailleurs qu'en France aussi. Donc l'idée, je pense que ça va être déjà d'adresser quelques marchés comme ça sur lesquels ça fonctionne très bien pour déjà avoir un impact et ensuite pouvoir se développer sur d'autres marchés qui sont peut-être un peu plus techniques en termes de développement pour le procédé et donc vont demander un peu plus de temps et de développement pour arriver à avoir quelque chose de fonctionnel ensuite. Ok, très clair. Merci Thomas. Je pense qu'on a fait le tour des questions, excepté la question de Yannick sur la durée de la levée de fonds. Donc en effet, la levée de fonds, comme je le disais tout à l'heure, devrait passer en collecte d'ici la semaine prochaine. Vous serez avertis dès le lancement. Et la clôture est normalement prévue d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année 2024. Donc la collecte devrait durer un mois à peu près. Voilà Yannick, j'espère que ça répond à votre question. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on... Moi, Maud, Oui. Maud, tu m'entends? Oui, je t'entends Amaury. Non. Si on m'entend bien, c'était juste pour appuyer ce que vient de dire Thomas et sans doute ce qu'aurait dit Eric avec une bande passante un peu meilleure. Donc oui, nous, effectivement, on voit pas mal de projets en deep tech et celui-là, il nous intéresse beaucoup par son originalité aussi, par le fait qu'il apporte une solution relativement simple. Finalement, même si ça a l'air compliqué dans les équations, c'est quand même relativement simple. À un sujet qui est autrement quasiment impossible pour les metteurs en marché. Donc, nous, on pense que c'est vraiment une solution originale, intéressante. On pense que l'équipe Cyril et puis Thomas initial et bien sûr Eric a vraiment de la pertinence. Voilà, donc on accompagne ce projet un peu comme l'ITA avec envie et on espère que vous aurez aussi envie de participer à cette nouvelle façon de pouvoir recycler les déchets. Voilà, let's go. Super, merci pour ton intervention Amaury. Voilà, de toute façon, si je comprends bien, Maud, pendant la levée de fonds, il y aura possibilité de répondre à des questions aussi sur la page de Vita, non, c'est ça? Tout à fait, oui. La page, la fiche projet sur notre site est ouverte aux questions et l'équipe IDELAM pourra y répondre directement. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui persistent après ce live, à les poser en effet directement sur la page. Eh ben, merci à tous. En tout cas, on arrive à la fin de ce moment d'échange. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début ou une partie de l'événement, sachez que vous pourrez retrouver le replay dans l'onglet opération de la page de la levée de fonds. Je vous ai mis le lien dans le chat. Merci à tous les trois pour votre présence. Merci à tous pour votre attention et votre participation.
Et n'hésitez pas à concrétiser vos intentions d'investissement dès que la collecte sera en ligne. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur lita.co. Merci à tous et merci Maud pour le chat. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir.